Et si on s'intéressait ce dimanche à ces crimes enregistrés dans nos villes ces derniers temps, ces dernières semaines, l'émotion était grande encore cette semaine lorsque le corps d'une fillette de 2 ans a été retrouvé dépourvu de sa tête. La nouvelle expression s'interroge sur ces crimes qui touchent particulièrement des fillettes, des jeunes femmes. Que faire? Est-il possible d'y mettre fin? Est-il d'autre part possible d'arrêter les militants du RDPC qui sont décidément lancés dans les appels à la candidature de Paul Biya? Selon le quotidien de l'économie cette semaine, les élites du Nord-Ouest sont même allées un peu plus loin, évoquant la possibilité d'une élection présidentielle anticipée. Les élites de la LEC ont enfoncé le clou ce week-end, appelant à une élection présidentielle anticipée pour cette année 2016 où attendu au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2016 de football féminin. Où en sommes-nous avec les infrastructures? Des journaux estiment que nous sommes d'ores et déjà dans l'alerte rouge puisque les travaux et même les chantiers sont loin d'être achevés. Comment comprendre cela alors que nous sommes rendus à quelques mois tout juste de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations? Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette édition de Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, cette émission qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici. Et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes et des hommes politiques, au mieux des femmes politiques, se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre ou de nous faire voir ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc à vous d'être avec nous. Merci de partager surtout ce moment. Dans un instant, nous ferons davantage connaissance avec nos invités, toutes des dames qui ont accepté de partager ce plateau avec nous ce dimanche. D'abord, la revue de presse avec Flavien Valondongo. Flavien, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes les femmes qui sont sur ce plateau. Merci à vous d'être là, très cher monsieur. Alors la presse est intéressée à des faits de société, mais aussi à la politique. On va me dire également au sport au cours de cette semaine. Bien entendu, en fait, on va noter que la presse a eu de quoi séduire ses lecteurs cette semaine qui s'achève. D'abord, on a parlé des crimes et tentatives d'assassinat au cours de cette semaine également. Et la presse a eu de quoi satisfaire ses lecteurs. D'ailleurs, la nouvelle expression, par exemple, nous apprend qu'un élève d'un collège privé dans la région de l'Ouest du Cameroun, notamment à Banganti, a donc failli en découdre avec son surveillant général. Le rédacteur de l'article souligne que, et selon notamment des sources du journal, que l'élève en question n'a pas voulu donc obéir aux ordres du surveillant général qui lui a demandé de se mettre hors de la salle de cours parce qu'il était en retard. Des minutes après, s'en est donc suivi une vive altercation entre l'enseignant et l'élève. Le quotidien La Nouvelle Expression révèle que le jeune élève est donc reconnu comme un consommateur de drogue et que c'est sans doute cela qui l'a poussé donc à réagir de la sorte, c'est-à-dire sortir donc une arme blanche pour finir avec son enseignant. Selon La Nouvelle Expression, l'élève donc a été neutralisé, non sans avoir blessé au passage son enseignant et conduit donc dans les services de sécurité de la localité. Entre-temps, la presse fait savoir que la fillette de 2 ans enlevée au quartier Makepe Misoke à Douala le 30 janvier dernier a été retrouvée dans un cours d'eau du même quartier 4 jours après, sans sa tête et en état de décomposition avancée. La presse qui le révèle fait savoir qu'une enquête a été donc ouverte par les fins limiers des forces de sécurité pour découvrir les auteurs de cet acte. Un cas qui rappelle plusieurs autres survenus donc à Mimbomane, à Yaoundé, à Tchang et à Bafoussam dans la région de l'Ouest du Cameroun et maintenant à Douala. L'autre sujet en débat également traité par la presse cette semaine, dans le cadre de cette émission Droit de réponse, parle notamment de la présidentielle 2018. D'ailleurs, le Messager nous apprend que le Manidem est donc un parti politique de l'opposition, invite le président de la République à oser en refusant d'être donc candidat à sa propre succession à la magistrature suprême. Selon notamment le Messager, le Manidem dit vouloir délivrer le chef de l'État de la lourde responsabilité du déclin ou alors chaos éventuel que cette nouvelle candidature peut donc engendrer. Il est question, selon notamment le Manidem, de sauver Paul Biya des problèmes qui pourraient arriver dans le cas où il se présente à la présidentielle de 2018. Donc Europe Plus, pour sa part, dit que la position du Manidem sur l'éventuelle candidature du chef de l'État actuel en 2018 divise d'ailleurs les cadres du RDPC, selon les sources d'Europe Plus, dans les réseaux sociaux et au sein du Parti des Flammes.
Il se dit que les motions de soutien au président de la République sont antidémocratiques. Le rédacteur précise qu'il ne s'agit pas des idées des militants à la base, tels que certains semblent le dire en public, mais plutôt des élites et hauts cadres du parti au pouvoir qui se déchirent pour une sorte de positionnement. Et du coup, cette façon de faire ne cadre pas avec les textes même du RDPC, précise d'ailleurs le rédacteur de l'article. Pour le quotidien Le Jour, l'opposition refuse la candidature de Paul Biya en 2018 et même dans ce cadre également ne voudrait même pas entendre parler d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun. Le journal Le Jour rappelle un fait qui a d'ailleurs marché en janvier 1984. À cette époque-là, Paul Biya avait donc remporté à 99%, 98% en tout cas, l'opposition estime que cela ne se passera plus au Cameroun. Pour cela, donc, et selon notamment le Messager, Maurice Kamto veut réviser le code électoral au Cameroun pour éviter toute éventuelle approche permettant donc à Paul Biya de se représenter en 2018. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun faisait donc cette déclaration lors du lancement de la campagne nationale pour la signature d'une pétition en vue de la réforme du code électoral dans notre pays. Le quotidien de l'économie fait savoir que Paul Biya, Paul Atangandi, par exemple, par ailleurs proche collaborateur du président de la République, se fiche pas mal des annonces de l'opposition et se joint d'ailleurs à ses frères du Nord-Ouest pour demander à Paul Biya de trouver des stratégies aussi rapides pour anticiper l'élection présidentielle. Car selon ces derniers, le président de la République a trop de choses, a trop de chantiers en vue et il est donc normal pour lui d'anticiper les élections présidentielles pour s'occuper d'autres choses. Repère, qui traite d'ailleurs de cette question également, fait savoir que Paul Biya est âgé de 83 ans aujourd'hui et au pouvoir depuis 1982. D'ailleurs, le journal, qui le qualifie d'ailleurs de magnifique président, rappelle aussi que ces appels qui viendraient donc des militants ne l'aident pas. Il gagnerait donc à rester sans se présenter en 2018. Sosen Fouda, qui est donc sociopolitologue, souligne, et selon notamment Repère, que les militants du RDPC qui, dit-on, motivent la candidature de Paul Biya ne veulent pas de son bien parce qu'il est déjà âgé et physiquement, il n'arrive plus à réfléchir pour notamment permettre donc aux Camerounais de vivre normalement. Toujours cette semaine, donc, la presse a parlé aussi des grands rendez-vous sportifs à venir de notre pays, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui se déroule donc en novembre prochain. Le quotidien Le Jour parle alors d'un grand retard, un retard alarmant des travaux à 8 mois seulement de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2016. Les descentes effectuées sur le terrain, sur les chantiers donc par les membres du gouvernement révèlent que le Cameroun n'est pas prêt à accueillir donc ce grand rendez-vous. Accueillis dans ce rendez-vous, en tout cas, parlant notamment des chantiers qui ne sont pas encore achevés et les équipes qui sont venues de la CAF estiment que rien n'est fait. Si rien n'est fait d'ici quelques mois seulement, le Cameroun ne va donc pas accueillir ce grand événement. Le même journal donne aussi les raisons du retard des travaux. Après une enquête menée par le quotidien Le Jour, il ressort entre autres que les auteurs des retards sont notamment des fonctionnaires chargés de débloquer les fonds qui, selon le constat fait par Le Jour, exigent souvent leur quote-part avant de débloquer les fonds en question. Des cas et bien d'autres qui freinent l'évolution des travaux et même le constat fait par les différentes équipes. Voilà ce que les journaux ont produit pour des différents sujets retenus à cette édition. Très bien. Merci à vous, Flavien Vallon. Donc, on se retrouve dimanche prochain, certainement avec d'autres thématiques à aborder. Merci bien. Dimanche et surtout avec d'autres femmes aussi. Ah ben ça, on le fera, rassurez-vous. Merci donc à vous, madame, monsieur, d'être avec nous pour cette édition de Droit de réponse. À présent, nous faisons connaissance avec nos invités, celles qui ont accepté de partager ce moment de réflexion et de débat avec nous. Avec nous, justement, Pauline Poinset-Maïga, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes les dames que je ne vais pas présenter parce que c'est ton travail, qui sont sur ce plateau. Donc, je voulais profiter de cette entrée en matière pour donner mes tristes condoléances à la famille de M. Bapès. C'est vrai qu'au coucher de sa vie, on n'était pas très amis, mais c'était un monsieur valable, valeureux, et il ne méritait ni la prison, ni la mort. Donc vraiment que le Seigneur l'accompagne dans son voyage. On en profite également, le quotidien Le Jour qui est endeuillé aussi, qui a perdu son rédacteur en chef, Xavier Luc de Choix. Donc
C'est une perte énorme encore pour le journal pour lequel vous travaillez. Oui, là, je ne voulais même pas du tout parler de ça parce que vous savez qu'on n'aime pas parler de soi-même. Donc, j'attendais plutôt que tu me donnes des condoléances, toi. Tout à fait, c'est ce qui est fait, rassurez-vous. Ouais. Et donc, c'est la famille de la presse qui est encore frappée, le rédacteur en chef du journal, le quotidien Le Jour. En fait, il s'agit du directeur de... Il coiffe le rédacteur en chef. Tout à fait. Comment on appelle encore ça? C'est le directeur du comité éditorial. Tout à fait. Voilà. Très bien. De toutes les façons, on l'a dit, c'est une perte également pour la presse. Merci donc à vous, Pauline Poinsé-Maïga, d'avoir accepté cette invitation. Nous disons également bonjour à Marlène Mboutou. Bonjour. Bonjour Sandrine Yamga. Bonjour à toutes les dames qui nous écoutent cet après-midi. Bien, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On vous connaît beaucoup dans les arcanes du sport. Et là, avec vous, on découvrira certainement un autre pan de votre personnalité. Et ça me permet justement de vous permettre de dire peut-être un mot sur Jean-Marie Atangana-Mebara, vous le savez bien, qui a publié, fait sortir un livre qui évoque notamment les mythes et les réalités du poste de secrétaire général à la présidence de la République. Alors, il y en a qui s'interrogent sur ces personnes qui séjournent à la prison, notamment vous qui étiez, vous vous dites que dans ces milieux-là, on est plus à même à avoir de l'inspiration pour se rappeler d'un certain nombre de choses. Que vous inspirent ces livres qui sont publiés par des Camerounais, par ces hautes personnalités qui sont en détention aujourd'hui? Je vous dis très sincèrement, ça ne m'inspire pas beaucoup de choses parce que ce n'est pas le rayon de ma lecture. Je suis plutôt attirée par des livres qui ont un intérêt littéraire, parce que je suis férue de littérature. Maintenant, les livres politiques, je m'en éloigne un tout petit peu. J'ai vécu la prison, certes, mais pour d'autres raisons que celles des personnes que vous venez de citer. J'ai reconnu M. Atangana-Mebara comme grand commis de l'État. Maintenant, je ne me suis pas trop intéressée à ce qui est écrit dans son livre. S'il y a un intérêt littéraire, j'irai le lire, mais s'il y a un autre intérêt, ça ne me concerne pas. Et donc, même l'intérêt peut être de savoir comment se gère ce poste de secrétaire général à la présidence de la République. Il évoque notamment ses rapports avec le chef de l'État. Ça peut être intéressant, vous vous dites? Je vous ai dit pour moi, je parle en tant que moi. Je vous dis pour moi, quand j'achète un livre ou quand je vais lire un livre, c'est pour l'intérêt littéraire, pour la pertinence de la réflexion philosophique que je vais vers un livre. Mais je suis sûre que des livres de réal politique, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc pour le moment, ce n'est pas mon rayon de lecture. Très bien. Et nous disons également bonjour ce dimanche à Florence Emetijo. Bonjour. Bonjour Sandrine et merci de m'avoir invitée. Merci. Bonjour aux téléspectateurs également. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes membre du bureau politique du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Avec vous, on parlera de politique et notamment de la démarche que vous avez entreprise cette semaine en allant déposer dans les services du gouverneur de la région du littoral. On va appeler ça comme un contre-appel pour la candidature de Paul Biya. On y reviendra, mais je signale également que vous êtes une enseignante et cette semaine, on a beaucoup parlé de la journée du bilinguisme. Alors, vous vous dites, finalement, les Camerounais sont-ils très bilingues ou qu'est-ce qui ne marche pas dans l'implémentation du bilinguisme, notamment dans les établissements scolaires? Je dirais que ce qui empêche le bilinguisme de fonctionner, c'est la volonté des élèves. Ils ne s'y adonnent pas beaucoup. Du coup, ils sont bloqués psychologiquement et on constate que ça ne marche pas toujours. Mais je pense que si les apprenants s'y mettent vraiment, ils parlent tout le temps, s'ils n'ont pas peur de faire des erreurs, le bilinguisme pourrait avancer dans le pays. Et il n'y a même pas que les apprenants, hein, même les enseignants aussi, surtout pour ce qui est de l'anglais. Parce que les francophones ont peur de commettre des erreurs en anglais en s'exprimant. Oui, je pense que si on se jette à l'eau, le bilinguisme pourrait avancer au pays. Et cultiver cela. Tout à fait. Merci à vous d'être là et nous disons enfin bonjour à Marceline Zogo. Bonjour Marceline. Bonjour Sandrine. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes militante du RDPC. Vous venez notamment de Voury 5. Tout à fait. Une circonscription bien connue. Notamment ces derniers temps, on signale qu'il y a quelques semaines, cette circonscription a rendu un hommage à Françoise Foning,
regretté maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. C'est bien cela? Oui, Sandrine, c'est tout à fait normal et je pense qu'il est de notre devoir de le faire, surtout d'empêcher qu'elle soit oubliée dans l'univers de notre nation, notamment politique. Merci à vous, très chère dame, d'être là. Alors, pour commencer cette édition de Droit de réponse, je vous propose donc à vous de vous intéresser à un sujet qui touche à la société, notamment ces crimes qui sont enregistrés ces dernières semaines. Et on l'a dit en entame de cette édition, il s'agit bien sûr de cet autre crime, cet enfant de 2 ans qui a été retrouvé dans la dépouille, a été retrouvé pratiquement sans sa tête. Alors, pour lui presser, la presse on a profité pour s'interroger sur ce qui peut être considéré comme une résurgence des crimes. Est-ce qu'il en est effectivement question? Oui, la presse s'est interrogée effectivement parce que j'ai parcouru en long et en large et même parfois seulement en diagonale toutes les parutions. J'ai même suivi des émissions. J'ai suivi par exemple Sosten Fouda, ses explications d'anthropologue qui étaient quand même assez instructives. Je dois avouer que c'est une honte quand même, c'est une honte, c'est pratique. Mais aujourd'hui, on sait à peu près que ce n'est pas seulement pour des raisons pécuniaires de pouvoir que les gens le font. On sait que les gens utilisent ces enfants, leur tête par exemple, pour certains marabouts, promettre un cerveau très très vif à un vieillard par exemple. Lorsqu'on coupe les testicules d'un enfant qui est encore jeune et bien portant, c'est pour donner la virilité à un vieillard décadent sexuellement. Si on prend par exemple le cœur d'un enfant, c'est pour donner un cœur neuf. Enfin bref, c'est plutôt une chose qu'on retrouve chez les gens qui ont besoin d'organes. Mais au départ, on savait que les dons d'organes se faisaient quand une personne était malade, qu'elle a un rein foutu ou quelque chose de ce genre. Il y a même des pays où on vend. Les gens se vendent volontairement, ça veut dire qu'ils viennent, ils offrent un rein pour pouvoir vivre décemment, même si c'est avec un rein. Mais chez nous, c'est par la force. Cette histoire a commencé ici. Nous avons crié, on a hurlé à la lune, mais personne n'a voulu nous écouter. Ça a commencé avec le crime du jeune Boum, il y a quelques années, vers l'aéroport. On a retrouvé mutilé, qui aurait été assassiné par un Indien, et ainsi de suite. Les gens ont tué cela. Mais cela se pratique beaucoup à Yaoundé. Cela se pratique beaucoup à Tchang. Cela se pratique beaucoup en Bouddha. Et maintenant, malheureusement, cela est en train de se vérifier à Douala. Parce que Douala, jusqu'à présent, n'avait pas encore de problèmes de mutilation. On avait des crimes crapuleux, on avait des gens qui étaient assassinés parce qu'on veut leur voler une moto et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, que ça vient, c'est très très dangereux et complexe parce qu'un quartier comme c'est un quartier qui est populeux. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs Makepes, c'est presque Bipanda. Elle est mon amie et sœur qui est là, Madame Zoko peut vous confirmer. Il y a beaucoup de gens là-bas, il y a beaucoup d'enfants. Et les Africains ne sont pas des enfants habitués à vivre dans les barrières. Hein? Nous avons fait nos barrières par rapport à l'argent. Les Africains dans les quartiers vivent, les enfants des uns vont chez les autres et ainsi de suite. Donc ce n'est pas dans les barrières. Un enfant peut sortir, les parents ne se posent pas de questions en se disant qu'il doit être chez la voisine ou en train de regarder la télé alors que l'enfant est mort. Et aujourd'hui, je dis donc que les gens viennent, il y a des gens qui achètent des organes, qui mettent dans les moyens. Quelqu'un qui m'a dit, ils ont interpellé sur la route de Kribi un Européen qui avait une glacière dans sa voiture. Quand ils veulent fouiller la voiture, le monsieur propose 50 000. Quand ils veulent fouiller la voiture, le blanc va jusqu'à proposer 200 000. Les gendarmes ont trouvé ça suspect. Quand ils ont trouvé ça suspect, ils lui ont demandé d'ouvrir la malle arrière. Il y avait un corps découpé et congelé. J'ai parlé aussi une fois de cette grande dame, dont je ne citerai pas le nom ainsi. Pour une fois dans ma vie, je vais être gentil, je ne cite pas son nom. Elle a même été en prison. Elle est venue d'Europe, elle va dans son village apporter des présents. Elle avait beaucoup de belles voitures, beaucoup de choses. Elle est allée à l'ouest et elle arrive à l'ouest. Elle promet à un enfant que la prochaine fois que je viens, je t'amène en Europe.
L'enfant est venu se cacher dans les buissons comme elle le lui a demandé. Quand l'enfant se met dans les buissons, l'enfant avait déjà raconté à tout le monde qu'il va partir en France, Cette femme a eu le culot parce qu'on lui a demandé de tuer un enfant pour parvenir à la richesse. Là, ce n'était pas parce qu'elle va vendre des organes, mais il fallait qu'elle tue et qu'elle ramène le cœur. Le cœur. Parce que si elle ramenait le cœur, elle pouvait obtenir un homme qu'elle aimait. Elle avait tout, mais sauf l'amour d'un homme. Cette femme est allée tuer cet enfant en forêt elle-même, mettre le cœur de l'enfant dans la glacière et le reste des morceaux de viande dans un sac en plastique. Même chose, lorsque les gendarmes, les policiers l'arrêtent, elle commence à dire qu'elle doit prendre son avion. On l'a retrouvée, cette femme, elle a fait de la prison ici. Donc je dis, c'est des pratiques qui existent depuis. Moi, je peux aller jusque très très haut dans la hiérarchie de pouvoir ici. C'est des pratiques qui existent. Les gens veulent fermer les yeux. Nous, les chrétiens, on ferme les yeux parce qu'on prie. On prie pas seulement pour nous, on prie aussi pour les personnes qui font cela. Parce que ça ne sert non plus à quoi que ce soit d'aller montrer du doigt tel ou tel. Parce qu'on ne sait même pas ce qui peut pousser, ce qui peut impulser de telles actions à quelqu'un. Tout à fait. C'est justement la réflexion que je tente d'avoir avec Marlène. Qu'est-ce qui pourrait justement justifier ce type d'acte dans nos villes? Ce n'est pas la première fois, ce sont des fillettes aujourd'hui, c'était des jeunes dames qui ont été retrouvées comme ça, violées, puis tuées du jour au lendemain. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Au-delà de ces trafics d'organes humains dont on parlait il y a un instant, Pauline. Oui, Sandrine, chaque fois qu'on parle de crime, c'est consternant. Mais quand on parle de crimes sur des fillettes, sur des enfants, c'est poignant. C'est pour cela que je pense, Sandrine, que ce phénomène prend une telle ampleur dans notre pays qui serait effarant de le traiter à la légère. Il faut une réflexion profonde pour comprendre. Je pense qu'il y a 2 ans, on a qualifié le phénomène de crime rituel. Crime rituel parce qu'on dit que ces crimes ce sont des personnes qui pratiquent des rituels animistes, qui sollicitent souvent des organes humains pour les pratiques mystiques. On nous a aussi expliqué à un moment donné que ces crimes pouvaient cacher un trafic international d'organes, comme a dit madame. Et nous savons qu'ailleurs, ça se passe différemment, comme elle nous a bien expliqué, que le don d'organes est organisé, bien organisé, et on sait dans quelles conditions. Nulle raison de passer par des assassinats pour obtenir des organes. Donc, pour moi, la réflexion que je fais est d'abord sur la protection de l'enfance au Cameroun, la protection des enfants. Qu'est-ce que le gouvernement de la République fait pour empêcher qu'on retrouve des enfants dans les rues à 8 ans qui vendent des arachides? Parce que ces enfants sont une cible facile pour ces personnes-là. Je veux aussi dire que ce problème de crime sur les mineurs, de crime sur les jeunes filles, crée un climat de défiance entre la population et l'élite politico-économique de notre pays, parce qu'aujourd'hui, toute réussite est suspecte. On dit que certainement vous devenez riche parce que vous avez tué un proche ou vous avez acheté des organes. Je pense que ça pose aussi un problème, ça jette le discrédit sur la réussite en général, parce que tout le monde se méfie de la réussite. Et cela fragilise ce que j'appelle le pacte social au Cameroun. On ne sait plus comment on fait pour arriver à la richesse. Et les politiques nous diront toute la nécessité de l'article 66 de la Constitution. Il faut expliquer aux gens comment on devient riche au Cameroun. Parce que vous voyez, les personnes qui sont célébrées dans les chansons à la télévision sont riches, mais on ne nous explique pas quel est le processus. De leur ascension. Ils vendent les arachides. Je ne sais pas, des fois des colas, mais moi je pense que logiquement, quand on vend des arachides, on ne devient pas milliardaire au bout de 30 ans. C'est un peu difficile. Donc, je pense que tout cela... On peut faire des économies, hein, ça dépend également du budget de départ. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je veux vous dire que dans la société, il y a une certaine forme de défiance aujourd'hui. Il faut une réflexion plus approfondie. On ne peut pas reléguer ce phénomène au rayon des faits divers. Il est plus important que cela. Et donc la presse devrait, tel que vous l'avez dit, peut-être accentuer davantage, appeler à la mobilisation, et comme vous l'avez dit, est-ce que la presse qui se relaie tout cela, s'il y a des faits divers, est-ce qu'on... Bien sûr, chaque fois c'est toujours au petit carré réservé aux faits divers. Il faut, comme je vous ai dit, une vraie analyse journalistique de savoir et des vraies propositions de la part des politiques, de la part de la société civile. Il y a eu des enquêtes. Je suis d'accord avec vous, ça c'est le travail de police, mais je pense que le politique doit prendre ses responsabilités. Nous avons marre de trouver des corps décapités sur les bords des routes, nous avons marre de perdre de jeunes enfants
Je vous ai dit tantôt qu'on ne peut pas permettre dans un pays qu'il y ait des mineurs dans les rues à des heures tardives qui vendent soit des arachides, soit des beignets. Je dis que les autorités doivent prendre des dispositions. Chaque fois qu'on voit un enfant de moins de 15 ans dans la rue, on l'amène au commissariat et ses parents viennent le retirer. Ce n'est que par cette manière, il faut des mesures fortes. Parce qu'on ne peut plus accepter, on ne nous dit pas les conditions dans lesquelles ces enfants sont enlevés. L'État doit mettre les parents devant leurs responsabilités. Quand vous êtes parent d'un enfant, vous avez la responsabilité de la garde de cet enfant. Vous ne pouvez pas être au marché de 8h à 21h, alors que vous avez des enfants. Qui a la responsabilité de vos enfants? Ils sont à la merci des voisins, ils sont à la merci de tout type de trafic. Il faut des décisions précises pour protéger l'enfance dans notre pays. Tout à fait. Alors, Florence Semetcho, que faut-il donc faire? Y a-t-il des solutions? Il y a des ébauches certainement abordées par Marlène il y a un instant. Y a-t-il des solutions pour mettre fin à ces assassinats, à ces crimes, notamment qui sont perpétrés sur les fillettes, sur les jeunes femmes? Oui, Sandrine, je commencerai par dire que ce sont vraiment des pratiques inhumaines qui ne laissent personne indifférent. Et de plus en plus, les médias en parlent. Je pense que ces pratiques trouvent leur origine dans l'anthropologie, ont des origines anthropologiques. Et malheureusement, il y a une bonne partie de la population camerounaise et mondiale qui a une mentalité prélogique ou alors qui a une mentalité pré-scientifique. C'est-à-dire? Donc, ils sont dans les pratiques, dans les superstitions. Il y en a qui se disent, par exemple, qu'en faisant des pratiques des organes, ils peuvent devenir riches du jour au lendemain. En donnant une langue ou bien une tête, ils pourraient devenir riches. Ce sont des pratiques mystico, vraiment religieuses. Je pense qu'il serait urgent de revenir sur la pensée scientifique. Et il faut donc qu'on promeuve la science dans toutes les institutions, dans les établissements scolaires. Qu'est-ce qu'il faut enseigner précisément dans les établissements aujourd'hui? Bon, je pense également qu'il faut mettre l'accent. Déjà, on peut déjà reconnaître cela à l'État. Comme nous sommes dans un État laïque, dans les établissements scolaires, surtout laïques, on ne parle pas trop de religion ou quoi que ce soit. Ces pensées qui ne sont pas trop scientifiques, parce que si on promeut la science, on met la science au devant de la scène, on va montrer aux uns et aux autres qu'il faut travailler dur et très dur pour gagner de l'argent, au lieu de compter sur certaines pratiques mystiques pour pouvoir évoluer dans la société, qu'il faut travailler dur. Il faut mettre, donc nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur le travail et montrer aux Camerounais, sensibiliser pour dire que les gens doivent arrêter d'être superstitieux et de travailler dur. Le civisme, en fait. Tout à fait. Il faut sensibiliser les En fait, si je pouvais me permettre, Sandrine, je dis tout simplement, il faut réglementer l'activité des marabouts et guérisseurs dans notre pays. Tout à fait. Je pense qu'on doit commencer... Comment est-ce possible, non, bien sûr, parce qu'il y a des traditions... En France, ça existe. Bien sûr, en France, ça existe. Personne et partout. ne va chez un marabout plus que les Français. Oui, je dis qu'il faut réglementer l'activité des marabouts et guérisseurs dans le pays parce que, quoi qu'on dise, la finalité, c'est rapporter un organe quand on considère que ces crimes sont rituels à un marabout ou à un autre guérisseur. Je pense qu'on doit bien faire la différence entre les charlatans et les guérisseurs qui sont importants, qui font de la médecine traditionnelle. Et à chaque enseigne, parce que je vois les marabouts, ils ne se cachent même pas, ils ont des plaques un peu partout. À chaque fois qu'on voit une plaque qui promet richesse et bonheur, que la police entre et demande au monsieur comment vous pouvez faire obtenir la richesse et le bonheur à une personne. Parce que la médecine, soignée par des plantes, oui, on l'accepte. Mais pour mettre le bonheur et la richesse à quelqu'un, il faut bien que ce soit réglementé, qu'on nous explique comment un marabout peut donner du bonheur, de la richesse. Donc ça commence par là, il faut un travail de police administrative, qu'on demande à tous ceux qui exercent la profession de guérisseurs, marabouts, je ne sais pas comment on les appelle, de venir se faire enregistrer sur la base des recherches effectives. Ils sont enregistrés, hein, Marlène. Il y en a déjà, mais je dis, il faut que ce soit mieux contrôlé. Le ministère de la Santé, je comprends peut-être, a organisé, c'est organisé. Oui, mais je pense que le problème est grave parce que même certains grands intellectuels du pays disent même qu'il faut compter sur les voies mystiques pour le développement du pays. C'est très grave. Très bien. Alors, Marceline Togo, aujourd'hui, que peut faire le gouvernement pour mettre fin à ces crimes? Est-il possible
Dans quelle mesure peut-on traquer ces personnes qui sont à l'origine, soit de ces trafics d'organes humains, soit de ces crimes qui sont enregistrés de part et d'autre? Bon, je crois qu'il faut déjà remercier, il faut déjà reconnaître ce que fait le gouvernement, parce que chaque fois qu'il y a ce genre de crime, on parvient toujours à rattraper les responsables de ce type de comportement. Là où je vais peut-être abonder et appuyer, c'est peut-être ce que dit Marlène. Interpeller ceux qui pensent donner le bonheur et la richesse aux grandes dames de l'effort en plein jour, parce que ça, c'est dangereux. Et d'un autre côté, interpeller le parent. Le parent, pas au premier degré. C'est-à-dire, tel que disait notre consoeur, notre sœur qui est à côté de moi, Pauline, tel que disait Pauline, nous vivons dans une société fortement communautaire. C'est-à-dire que la vie chez l'Africain tire sa force dans la vie en communauté. Ça veut dire que l'enfant de l'un est aussi l'enfant de l'autre. Que l'enfant soit chez le voisin ou qu'il soit ailleurs, chacun le prend comme parent. Maintenant, ces enfants qui commettent les crimes, parce que ces crimes sont commis par qui? Par des jeunes. Ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation. Il faut interpeller les parents au jour d'aujourd'hui, parce que moi, il m'est arrivé d'interpeller certaines mamans qui, lorsqu'elles vous annoncent et vous déclarent que mon fils se débrouille, vous voyez un enfant qui ne fait pratiquement rien, mais il vit une vie d'un niveau tel que vous ne pouvez pas expliquer comment est-ce qu'il parvient à se retrouver à ce niveau-là. Et que le parent vous dise que l'enfant se débrouille, il y a problème. Et ce sont d'abord les parents, avant de parler du gouvernement, je crois qu'on doit interpeller chaque parent à la prise de sa responsabilité parentale. Et à côté de ça, les enseignants. Parce que l'éducation est tout un système qui interpelle tant le parent que l'enseignant. Et je crois que c'est là que se trouve le problème. Parce que ces enfants qui sont dans la rue, qui commettent ces crimes-là, sortent de quelque part. Alors je me dis, il y a un problème. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ça devient un fait banal. À l'époque, c'était la consternation quand on vous annonçait que quelqu'un a été assassiné à tel endroit, qui a été pratiquement dépouillé de ses organes. Mais c'est tellement devenu récurrent que ça devient un danger. Et je dis, la femme doit prendre sa responsabilité. Parce que c'est elle qui est responsable de l'édification de la société, de par son rôle de mère, de par son rôle d'éducatrice. Et si tu n'as pas bien élevé un enfant, parce que maintenant, j'en connais qui, dès qu'ils accouchent, ils envoient les enfants dans la rue. Parce que, tel que dit Marlène, qu'est-ce qu'un enfant fait dans la rue, un enfant de 8 ans à 20 heures? Où est le parent? Le parent ne cherche pas l'enfant. Et c'est là où je pense qu'on doit prendre des mesures coercitives pour punir, pas l'enfant, mais le parent. Et c'est une interpellation que je fais. Et c'est une interpellation que je fais parce que cet enfant commence à le faire. Madame Zoro, dans la rue, pour vendre des arachides, et dans la rue aussi pour vendre... Il apprend d'autres choses. Mais dans la rue, ils apprennent beaucoup de choses. C'est la femme qui est interpellée dans ce qui est en train de se passer, dans son rôle d'éducatrice, dans son rôle de mère, qu'elle comprenne qu'elle a le rôle essentiel de l'éducation de l'enfant. On pourrait alors, dans ce sens, oui, accuser alors les gouvernants et le gouvernement. Parce que si on voit... en allant dans la logique, on a laissé les populations dans la paupérisation, dans la pauvreté, et ça pousse les gens, peut-être les parents, à abandonner les enfants dans la rue. Je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai été élevée... Non, c'est moi qui avais la parole. Moi, j'ai été élevée, j'ai grandi dans un quartier populeux. Moi, je ne suis pas fille de riche. J'ai grandi dans un quartier populeux. Et j'ai vu des gens qui ont éduqué les enfants dans une précarité telle, dans une misère telle. Aujourd'hui, ils en ont fait des professeurs agrégés. Ils en ont fait de hauts cadres d'administration. Ce n'est pas un problème de pauvreté. Non, c'est un problème de culture. Non, ce n'est pas un problème de... C'est un problème de culture, madame. Nous devons reprendre nos valeurs, les valeurs qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'ils ont abandonné les populations dans la pauvreté. Et chaque personne peut maintenant... La pauvreté n'est pas un phénomène nouveau. Réussir par tous les moyens. La pauvreté n'est
pas un phénomène nouveau. Chaque jeune dit maintenant touche même dans tous les pays, même si c'est pas des voies, pas des crimes rituels. La pauvreté n'est pas un phénomène particulier au Cameroun. Dans tous les pays, vous trouvez un foyer où vous retrouvez des personnes de la basse classe. Oui, mais c'est l'un des objectifs du millénaire pour le. Vous n'allez pas faire du Cameroun un pays de super riche de 20 millions de personnes. Alors, je regrette. Pour sortir de cette thématique, avant Pauline Poincé, à Martine Zogo, vous qui êtes dans les sphères de décision, comment il est possible aujourd'hui de faire rallier les femmes? On a vu dans d'autres pays comment les femmes sortent, manifestent quelquefois pour appeler au respect et même à la fin des violences, des violences qui sont orchestrées à la fois sur les filles, sur les femmes. Que peuvent faire aujourd'hui les femmes pour se mobiliser? C'est aux femmes à elles-mêmes de penser un mode de rassemblement, qu'elles s'organisent et qu'elles sachent comment faire passer le message de responsabilisation. Parce qu'il s'agit de la responsabilisation de chacun, du parent, de l'enseignant, du citoyen et de tout le monde. C'est aux femmes elles-mêmes de s'organiser et trouver un moyen qui permette que notre voix, je ne dirais pas leur voix, que notre voix soit entendue. Parce que si nous attendons tout du gouvernement, le gouvernement nous a donné des outils qui nous permettent de nous exprimer. Lesquels? Nous pouvons nous organiser en association de manière très libre, sans qu'on ne vous demande quoi que ce soit. Asseyons-nous, nous créons des associations qui s'expriment, qui parlent, qui dénoncent et même qui éduquent les femmes. Parce qu'on ne peut pas disposer de ce qu'on n'a pas. Il y en a qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués d'une manière telle qu'elles puissent le transmettre à leurs enfants. Organisons-nous et partageons. C'est de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui. Et le gouvernement a mis en place tout un département ministériel. Rapprochons-nous de ce département ministériel parce que moi je sais ce qui se fait dans les comment on dit ça, dans les départements, comment on appelle ça, dans les ministères, le ministère et puis de la promotion de la femme et voilà, tous les programmes de la région. Moi, je connais les programmes de la région ici. Il y a des comment on appelle ça, des assises de causerie avec les mamans, avec les jeunes filles et autres. Malheureusement, nous ne savons pas chercher l'information. Parce que beaucoup de choses se passent. C'est l'absence de vulgarisation. Beaucoup de choses se font dans ces délégations-là. Il faut chercher à savoir ce qui se passe et que nous nous arrimons aux programmes qui nous sont proposés par le ministère de la Condition féminine. Et c'est de la promotion de la femme et de la famille, et c'est de ça qu'il s'agit. Pauline Poincé-Maïga. Oui, je m'insurge complètement. La journaliste s'insurge complètement pour dire à Madame Zogo que ne lui en déplaise, c'est pas ça. Quand elle dit qu'il y a des choses qui se cachent dans les délégations, je pense qu'il faut communiquer. Vous avez parlé tout à l'heure de liberté d'expression, mais il y a aussi l'obligation de communiquer. Si on ne communique pas, il faut faire campagne pour dire aux gens, venez dans notre ministère, il y a l'assistance, il y a ceci, il y a cela, on met à votre disposition, comme on fait exactement actuellement contre le paludisme avec les moustiquaires. Moi, j'ai signé pour décharger un moustiquaire parce qu'il y a eu une campagne. Mais ce que je veux dire, c'est que notre ministre de, comment on appelle, la promotion de la femme. Je ne sais pas pourquoi le président la garde là. Là, c'est Pauline Poincé qui parle. Je ne sais pas pourquoi Paul Biya garde cette femme-là. On vole les enfants dans les maternités. Vanessa Tchatchoua, elle envoie ces personnes soudoyer pour venir dire à la télévision que Vanessa n'a que 17 ans et elle pourrait faire un autre enfant et qu'elle laisse la paix aux gens. On martyrise les enfants tous les jours. Cette femme, Pauline, je suis désolée, vous allez me laisser m'exprimer. Là, je suis une femme en colère. Vous étiez en train de parler comme maman en colère. Je suis une femme en colère. Je dis que on ne peut pas au Cameroun, parce que c'est pas parce qu'on fait de la politique. Moi, j'ai pas besoin d'en faire. Hein. Moi, par contre, je suis née dans une très très bonne famille. Fille, nièce, sœur de ministre et tout. Donc, je me plains pas trop, merci. Mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, je ne suis pas ministre et je peux donc parler librement en tant que journaliste. Métier pas du tout de riche, mais qui est gratifiant parce que je peux dire ce que je pense. Je suis en colère. On ne peut pas nous tuer tous les jours. On ne peut pas nous violer tous les jours.
après nous avoir appauvris, après nous avoir donné à nos prostituées et tout, et nous dire qu'il faut applaudir. Non, qu'on mette les bonnes personnes. On a eu des femmes comme Delphine Changa ici, qui était ministre On a vu les femmes aller de l'avant. On a vu Madame Yaou qui est venue, elle était un peu élitiste, nous montrer qu'elle a pu prendre des passeports et tout, mais les femmes n'étaient pas encore avec les yeux ouverts. Depuis que Paul Biya a commencé à parler de démocratie, on a inséré et on a reconnu qu'il y a l'existence des Bayamsela, des agricultrices et tout ça. Et maintenant, il faut compter sur ces femmes, donc compter aussi, elles doivent aussi compter sur le gouvernement par rapport à la sécurité de leurs enfants, puisque aujourd'hui, elles sont appelées à voter massivement. Quand toi, Madame Zogo, je te tutoie parce qu'on se tutoie normalement, quand tu es au quartier et que tu fais ton rassemblement, les femmes qui viennent là, ce sont ces femmes-là de Ripanda que je vois toujours autour de toi et de Madame Obama. Quand on va à l'église et qu'on parle, ce sont ces femmes-là qui sont là-bas à l'église. Certes, à l'église, il y a nous, mais il y a aussi la masse qui vient à l'église. On doit protéger leurs enfants. Vous n'allez pas m'empêcher de dire que le ministre, si moi j'étais à la place du président de la République, je la mettrais dehors aussitôt. Elle ne fait pas bien son travail. J'assume ce que je dis. Très bien. Alors, Martine répond très rapidement et on va sortir avec le CB et Marine. Pauline Sof a demandé un autre réaménagement ministériel. Je crois qu'il y a une dame qui était ministre aux Affaires sociales et elle a tellement encaissé des accusations à ce sujet que le président a cédé à l'avis de l'opinion. Elle n'est plus là. Et il y a une autre qui est là, attendons la voir faire. Mais d'un autre côté, là, vous parlez du ministère des Affaires sociales, parce que c'est du domaine, là c'est du domaine des Affaires sociales. Maintenant, je dis, on ne peut pas manquer d'interpeller chacun à sa responsabilité pour déverser sur le gouvernement tout un anathème. Non, c'est pas possible. Que chacun prenne ses responsabilités. Interpellons la femme. Que la femme prenne ses responsabilités dans l'éducation de l'enfant. Parce que cet enfant qui sort, c'est pour ça que j'ai parlé d'organisation. Non, que la société s'organise aussi. Nous, on a grandi dans les sociétés organisées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous, on a grandi dans des sociétés organisées. Dans les quartiers, écoutez. Dans notre culture, l'enfant n'était pas l'enfant de quelqu'un, c'était l'enfant de tout le monde. Quand on voyait un enfant se comporter de manière peu orthodoxe, n'importe quel parent réagissait. Aujourd'hui, il y a problème justement. Il y a problème parce que nous voulons vivre à l'européenne et nous n'arrivons pas à le faire. Et toutes sortes de nos mains. Nous devons revenir sur les valeurs qui ont constitué notre tradition. Madame. Nous, par exemple, écoutez. Un enfant, je dis, ceux qui commettent ces crimes, ce sont des jeunes qui sortent de nos maisons. Ce sont des fils des femmes. Et je vous dis que moi, non, c'est pas la raison. Je vous dis que moi, j'ai vu dans les quartiers où j'ai grandi des familles qui étaient dans une précarité telle. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on tombe dans la dépravation, non. Tout dépend de l'éducation qu'on transmet à un enfant. Et les mamans doivent prendre leurs responsabilités. Encore moins les mamans des enfants qui sont enlevés parce qu'ils sont victimes de ces situations-là. Je dis ces enfants qui sortent de la maison, qui sont mus par la vie facile, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent rien faire. Regardez le comportement des jeunes aujourd'hui. Le chômage n'est pas c'est pas un problème du Cameroun. Non, le chômage c'est dans tous les pays. Ce n'est pas une affaire du Cameroun. Allez aux États-Unis, moi j'ai fait un tour à Harlem. J'ai vu comment est Harlem. Moi j'ai dit j'ai préféré mon Yubel, je vous en prie. Allez en France, vous trouverez des quartiers de pauvres. Vous trouverez tout ça là. Mais le problème maintenant, c'est comment, tel que nous disons, comment interpeller la femme à prendre sa responsabilité. Interpellons d'abord l'État. Et l'enseignant même que vous êtes, quel type d'enseignement vous donnez aux enfants au jour d'aujourd'hui, quand on voit le niveau des enfants? Mais il y a lieu de vous interpeller, vous enseignants. Madame, je vais donc il y a lieu de vous interpeller. Quel type d'enseignement vous donnez aux enfants alors au jour là, madame, il y a problème. Vous êtes en train d'évoquer un sujet très dur qui va vous rattraper. Parce que, s'il vous plaît, non, madame a évoqué un problème. Quand elle dit que quel est l'enseignement que nous prodiguons aux enfants aujourd'hui, moi je vais dire donc dans quel contexte, dans quelles conditions de travail.
Ce qu'ils nous ont enseigné n'était pas mieux loti que vous. S'il vous plaît, nous avons des salles de classe. Ce qu'ils nous ont enseigné n'était pas mieux loti que vous, moi, je vous en prie. Mais les salles de classe sans manuel, parce que les sans toiture, parce que les parents sont pauvres, et c'est pauvres parents qui envoient les enfants dans les quartiers. Ça, c'est des cas isolés. Quand vous voyez, madame, c'est la prenez la carte scolaire. Prenez la carte scolaire de ce pays. Des cas isolés. Non, c'est des cas isolés. Prenez la carte scolaire de ce pays. Ça, c'est des cas isolés. On va sortir avec Marlène. On était à des propositions concrètes. Là, on parlait bien de ces crimes qui sont enregistrés, qui sont les jeunes femmes, ce sont les jeunes filles qui sont touchées. Et tout à l'heure, Marlène a dit qu'il faut interpeller non seulement les gouvernants, mais également la presse, à pouvoir davantage sensibiliser. C'est bien cela, Marlène. Je vous l'ai dit que le traitement qui est fait, le traitement partiel qui est fait de la question, ne nous permet pas d'avancer dans le débat. Vous voyez très bien, avec toute la passion que les dames mettent pour parler du sujet, c'est un sujet qui est très important et qui aurait mérité peut-être un temps d'antenne plus important pour essayer de donner toutes les réponses à cela. Donc, sur ce, je pense que vous avez raison, madame, qu'il faut responsabiliser les dames. Vous avez aussi peut-être raison qu'il y a des choses. Les responsabilités sont partagées. Nous devons nous sentir. Le gouvernant, parce que ce sont les gouvernants. Permettez-moi, quand je suis sur un plateau, j'évite les raccourcis politiques, madame. Parce que ce que vous faites, ce sont des raccourcis politiques. On ne peut pas expliquer ce que. Non, la pauvreté n'est pas consubstantielle à une politique publique. Vous le savez, et elle vous l'a tellement dit, que la politique et la pauvreté existent même dans les pays les plus riches du monde. Oui, alors, je vous propose donc, chères dames, il faut bien que l'on avance, que l'on évoque au-delà de ce problème purement social, ce qui est considéré aujourd'hui comme un problème politique. Il s'agit bien sûr de la présidentielle 2018. Alors, avec vous, Pauline Poincé, la presse s'est encore intéressée à la présidentielle à venir. On peut dire que ça commence à durer des semaines. Est-ce qu'elle se convainc progressivement de ce qu'on n'en est pas loin? Vous voulez parler des demandes que font les gens? Tout à fait, de tout ce qui a trait à cette élection de 2018. Anticipation et tout ça. Ok. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, en tant que journaliste, de vivre un remake des avant-élections passées. Tu comprends? Parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que il y a quelqu'un qui dort la nuit, qui se réveille le matin, qui dit tiens, il ne reste plus que 2 ans. Bon, mais on va faire appel à Paul Biya pour lui demander de se présenter. Parfois, c'est pour se représenter, parfois, c'est pour anticiper. Cette fois, je pense que mes frères de la Léké ont été pris de court par ceux du Nord. Parce que ce sont les gars du Nord qui ont commencé. Bon, donc maintenant, ça se passe comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait normal. Ça fait partie du folklore. C'est normal. Biya aime le pouvoir. Moi, je le connais. Très peu de gens parmi vous là le connaissent. Moi, je connais sa maison, je connais ses enfants, je le connais. Il aime le pouvoir, mais c'est un monsieur désintéressé en ce qui concerne l'argent. Mais il peut être tyrannique lorsque vous touchez à son pouvoir. Il n'a pas besoin que les gens viennent lui dire de se représenter. S'il veut rester là, il va rester là. Et moi, honnêtement, je ne vois pas où il va aller, à part être là. Moi, je ne vois pas M. Paul Biya, surtout à cet âge. Les gens disent qu'il est sénile, il est ceci. Ce n'est pas vrai, il n'est pas vieux dans le cerveau. Il réfléchit. Moi, je l'ai vu l'autre jour parler avec le président Hollande. Quand il lui a parlé, là, j'ai dit oui, j'ai un président. J'avais mes 2 présidents là. Mais j'ai dit dans mon cœur que oui, mon président du Cameroun, c'est un homme. Paul Biya peut encore rester. La Constitution aujourd'hui lui permet d'être là. Donc les appels de pied pour qu'il aille se représenter, tout ça, les gens n'en ont même pas besoin. Qu'ils attendent l'annonce de Paul Biya de dire je veux me retirer pour dire pardon, il faut rester. Hein? Ou alors que se déclenche la guerre de la succession parmi ces dauphins. Tu comprends? Pour moi, il n'y a pas matière à débat. Parce que tout ce qu'on a en train de voir là, on l'a vu. C'était d'abord la Léké. Mais je dis la seule différence aujourd'hui, c'est que la Léké a été prise de court par le Nord. Voilà. Alors, les appels à la candidature de Paul Biya qui
ce relais au fur et à mesure que les jours avancent. On a parlé du nord-ouest, on a parlé également du nord, de la Meufouafamba, enfin, bref, on a parlé même de Fourie aussi, et plus récemment, encore il y a quelques heures, tout juste des élites de la Léquier. Est-ce que ces appels démontrent de ce qu'il y a effectivement des manœuvres au sein du pouvoir? Ces manœuvres-là, si elles existent, elles sont légitimes. Elles participent de ce que j'appelle l'expression démocratique de la volonté des membres, des militants d'un parti. Tout à fait. Qui peuvent dire ce qu'ils pensent, parce que je sais que le RDPC est un parti où on discute librement des questions. Et je pense que ce sont des questions qui étaient posées sur la table, de savoir si le champion du RDPC a toute la qualité, parce que je pense que dans les tests du parti, on dit bien que le président du parti est le candidat naturel du parti. Voilà. Mais ce que ça nous démontre, parce que je vois que c'est un sujet qui fait débat, ça démontre tout simplement la pauvreté de l'offre politique de l'opposition, qui s'en sert aujourd'hui comme un sujet politique. C'est trop facile. Non, j'espère ma facilité. Je ne suis pas une politique formée. Permettez-moi, madame, c'est très désagréable de me couper. Je ne vous coupe pas quand vous parlez. Permettez-moi de dire ce que je pense. Je ne m'exprime pas en tant que pardon, mais dans le débat, on a le respect d'écouter l'autre partie. Donc je suis en train de vous dire que dans cette expression de la volonté des militants du RDPC, qui est tout à fait légitime, on voit tout simplement que derrière l'opposition qui s'en sert pour en faire un argument politique, c'est tout simplement de la facilité politique pour vous rejoindre. Très bien. Madame, s'il vous plaît, moi j'appartiens à une génération, je suis née en 82. Et je peux dire que c'est à l'âge de 20 ans que j'ai eu la conscience politique. Et moi, de ce que je retiens de la conscience politique, c'est que notre pays sort de 20 ans de crise économique d'une violence inouïe. Et que grâce au président Paul Biya, on a pu voir que notre pays est sorti de la crise économique et nous sommes en train de tendre vers l'émergence. C'est un monsieur qui nous montre un cap. Il a une vision. Nous attendons ma génération. Vous savez, vous ne pouvez pas nous tromper avec vos propositions qui disent que s'il n'y a pas le courant au Cameroun, c'est la faute à Paul Biya. S'il n'y a pas l'eau au Cameroun, c'est la faute à qui? Pardon, madame. S'il n'y a pas l'eau au Cameroun, ce sont des propositions très simplistes. Les jeunes de mon âge attendent une offre politique de votre part plus pertinente, parce que depuis 1990... L'opposition ou bien des gouvernements? Madame, s'il vous plaît, dans un débat... Nous, on est dans un débat, puisque vous parlez, vous m'interpellez. C'est pas un débat de quartier. Comment ça, vous interpelle pas. Nous ne sommes pas dans le quartier. Je suis en train de vous dire que quand vous me coupez, vous me faites perdre le fil de mes idées. Je ne m'exprime pas ici en tant que militant du RDPC. Je m'exprime en tant que citoyenne, en tant que jeune dans un pays qui veut être émergent dans une vingtaine d'années. C'est pour ça que je suis venue et que je peux me permettre de parler de ce sujet qui n'est pas mon sujet de prédilection. Je dis que depuis 1990, madame, les Camerounais ont eu le choix, ont su qu'il y avait un choix désormais entre un parti qui offre la justice, le développement, la promotion des femmes. La preuve, nous sommes là, nous sommes cultivés. Moi, j'ai fait des études sous Paul Biya à un certain niveau. Je peux vous dire que, et les autres, qui ont des propositions soporifiques, un peu gnangnan, des histoires comme celles que vous racontez, de dire que s'il n'y a pas le courant dans notre pays, c'est à cause de Paul Biya. Il n'y a pas le courant au Cameroun parce que nous avons l'énergie hydraulique, le soleil n'est pas suffisamment développé et que nous n'avons pas la possibilité de développer le nucléaire. Donc, j'écoute les propositions d'opposition dans notre pays et ça ne m'attire pas. Je voudrais quelque chose de plus pertinent, une offre qui puisse remplacer ce que je vous ai dit tout à l'heure, et nous vous suivrons. C'est trop facile de dire que parce qu'on a 83 ans, on n'a plus le droit de se représenter. Les Camerounais, le monde entier a salué Nelson Mandela, qui a été aux affaires en Afrique du Sud à un âge très avancé. Nous ne connaissons pas pourquoi aujourd'hui l'âge d'une personne devient un sujet, un débat. Moi, je considère cela comme de la violence à personnes âgées. Si Paul Biya est capable, si Paul Biya est capable de continuer à tenir, bien sûr, parce qu'on l'insulte sur son âge, le président Biya. C'est une violence. Non, mais il est peut-être bien pour ça ne devrait pas être un argument. Ça ne devrait pas un argument. Ça ne devrait pas être un argument. Ça ne devrait pas un argument. Ça ne doit pas. Il a eu sa chance quand même. Ça ne devrait pas être un argument. Vous comprenez très facilement qu'au sein du RDPC, qu'on appelle à présenter sa candidature, bien sûr. Il y en a qui évoquent son âge, justement, bien il faut sûr. savoir qu'en 2018, pour Biya aura... Les politistes appellent cela du centralisme démocratique. C'est-à-dire que il y a un sujet qui est débattu et quand la majorité prend une décision, elle est respectée par tous. Les militants du RDPC ont pris une décision. Cette décision doit être respectée. Ça ne doit pas être l'objet d'un argument de l'opposition et qui suscite quelque chose de très vil sur l'âge du candidat. Ça veut dire que moi j'ai été pénalisée en tant que candidate à la présidence de la Fédération. Le président Mugabe a 87 ans, même si moi... Tu parles même de la rente. Non, moi-même personnellement, je ne suis pas d'accord que le président Biya Pauline soit une fille comme vous, Marlène,
Vous avez dit que vous êtes né en 1982. Oui. Donc, ça veut dire à peu près aussi que depuis que vous êtes né, vous n'avez connu qu'un seul président. Bien sûr. En 30 combien d'années? Non, je peux pas. J'ai eu la conscience politique, j'avais 20 ans. Non, non, ce que je veux dire, ça veut dire qu'en combien de générations? Moi, je rêve aussi, comme on dit, I have a dream. Je rêve de voir que j'ai eu, je peux citer dans ma vie avant de mourir, qu'il y avait Aïdjo, il y avait Biya, il y avait Tel. Lui seul. Vraiment. Il n'a pas de neveu qui puisse ou bien d'autres ou d'autres personnes. Si on regarde de ce côté-là, je ne suis pas d'accord, mais si on reste du côté purement de la loi et de la Constitution, moi je lui dis qu'il a même 150 ans. Moi j'évite la politique du sensationnel, madame. Vous savez, je ne fais pas de politique, mais ceux qui sont les plus nombreux au Cameroun, c'est ceux qui ont mon âge. Et nous sortons, parce qu'il y a une désidéologisation dans notre pays, il n'y a pas d'idéologie politique majeure dans notre pays. Ceux qui ont fondé cette république n'avaient pas fait Harvard ou de grandes études. Ils avaient une seule volonté, faire du Cameroun un pays uni et un pays qui va vers le développement. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, M. Biya a respecté cette volonté des pères fondateurs de la République. Et c'est ça le plus important. Nous ne voulons pas de changer de président pour changer de président. Je suis obligée de vous dire que M. Biya est entouré de très grands intellectuels. Pardon. M. Biya est entouré de très grands intellectuels. Il y a des personnes qui ont travaillé. Madame, je vous ai dit que je connais ce monsieur. Moi, je ne connais pas ce gouvernement très bien. Je ne les connais pas. M. Biya a eu autour de lui des très grands professeurs. Il y a eu autour de lui des gens comme Georges. Quand il a fait son tout premier gouvernement, je pense que je peux me rappeler, il y avait le docteur Fofé là-dedans, il y avait Georges Ngango là-dedans, il y avait M. Mataga. C'était pour lui, il s'agissait de camarades, soit de séminaires au Cameroun, soit d'université en France. M. Kodor était entouré, j'ai dit même M. Kodor, M. Biya était entouré intellectuellement de personnes. Il a même pris des gens comme M. Kodor qui étaient aussi... Donc je dis qu'il n'est pas bête et c'est quelqu'un qui a le respect de ce que les gens ont dans le cerveau. Très bien. Mais malheureusement, le parti, je vais terminer, le parti qu'il a créé, quand ce parti a failli lui échapper, quand ce pouvoir a failli lui échapper des mains, à cause de 1990 et des circonstances que l'on sait, il a ouvert le parti parce que M. Biasek doit savoir qu'il est le président d'un pays, d'une nation. Donc il n'est pas le président de ses amis. Ce qui fait donc... Attends, je termine. Tu me copieras sur mon prochain temps de parole. Je tiens absolument à le dire, s'il te plaît. Parce que Marlène n'est pas très au fait de certaines choses qui se passent ici et je pense que je voudrais, c'est à elle surtout que je m'adresse. Donc je voudrais vous dire, Marlène, que le président Biya est quelqu'un qui pouvait même gérer ce pays comme un pasteur, comme un prêtre. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je vais vous dire, le jour qu'il y a eu le 6 avril, il est sorti, il a dit, je préfère qu'on vienne me prendre, je me constitue prisonnier, mais qu'on ne verse pas du sang. Voilà l'homme. Le président qu'il est devenu aujourd'hui, c'est autre chose. Parce qu'avec la démocratie qui est arrivée en 90, il a ouvert son parti et même son palais et même peut-être ses bureaux à des gens. Vous savez, c'est de l'eau trouble aujourd'hui. Il a des amis, il ne connaît pas la moitié de son gouvernement. Il ne connaît pas ses préfets, il ne connaît pas les gens, c'est par recommandation. Il ne connaît pas les gens. Il est monsieur qui a sa famille, il les connaît très bien tous. Connaissent tous ses enfants, ses neveux et tout, par leur nom. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés à travers la NAS, qui sont dans le parti, des opportunistes, des voleurs, voilà, des voleurs, des vendeurs d'organes. Ils sont dans le parti du RDPC. Non, madame, ils sont là, parce qu'ils se font du beurre. C'est entendu, Pauline. Pardon, si vous me permettez d'en mettre une... Je m'arrête, je promets. Pardon, madame, je suis en train de vous dire... Vous avez dit tout à l'heure que je ne suis pas au fait de ce qui se passe au Cameroun. Je n'ai pas le même âge que vous. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a 15 ans, quand ma conscience politique s'est révélée, je vous ai dit ce que je pense moi. Et ils sont nombreux, ceux qui ont mon âge, qui pensent comme moi. Nous ne devons pas céder à la sirène du chantage que nous font les autres. Nous disons que nous voyons du concret, nous voyons que notre pays avance. Voilà. Nous voyons qu'il y a une vision qui nous conduit vers le développement. Il y a un cap qui a été fixé par le président Biya.
Vous avez raison, moi je ne fais pas partie de l'analyse anecdotique du pouvoir de Biya. Je ne le connais pas. Je ne cherche pas à le connaître. Je dis que nous sommes une génération super informée. Nous sommes une génération organisée d'une autre manière grâce aux réseaux sociaux. Nous vous disons que alternance, il faut emprunter le mot qui est aujourd'hui à la mode. Permettez-moi, madame. Non, je ne suis pas... Pauline, il faut qu'on parle ta pensée. Il y a encore Florence et Marceline qui ont des choses à dire. Il y a un concept qui est aujourd'hui galvaudé et vendu comme un programme politique alternance. Ça signifie quoi l'alternance? Ça veut dire que les gens d'une même série ou d'un même groupe reviennent au pouvoir. Nous demandons une alternance par rapport à un courant politique. On ne demande pas une alternance par rapport à une personne physique. Ce que les autres n'offrent pas. Bien sûr, il faut qu'il y ait un courant politique avec des offres politiques. C'est la catastrophe. Non, mais pardon. Vraiment. Pardon, maintenant je vous parle des livres, je ne parle plus du quartier. Je vous parle de ce qui est dans les livres. Et on parle d'alternance politique quand des partis de courants différents. Mais je vais vous dire, tous vos partis, tous vos dirigeants de partis ont été d'anciens membres du RDPC, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une... Pardon, il n'y a pas une... Non, mais pratiquement tous. Vous peut-être, vous n'étiez pas encore politique parce que vous êtes jeune. Sauf l'Omanidem. Je ne sais pas. Parce que nous sommes dans la lutte depuis. Je ne sais pas ce que vous êtes, ce que vous proposez. Je voudrais conclure en disant tout simplement que le RDPC a la légitimité, et c'est limitant la légitimité de demander à leurs champions de se présenter. Quitte à ce que les élections soient anticipées. Maintenant, on ne peut pas faire une entorse à la Constitution et qu'il faut demander aux Camerounais, parce que c'est les Camerounais d'abord qui décident, ce ne sont pas les politiques. Si les Camerounais sont prêts à accepter une élection anticipée, on va demander leur volonté. Mais si ce n'est pas le cas, laissons le RDPC dans ses activités, dans les manifestations de l'expression de ses militants. Très bien. Mais il y a également qu'autour de ces appels à la candidature de Biya, l'opposition semble avoir, naturellement, on peut le dire comme ça, un point de vue contraire. Est-ce qu'Omanidem, en dehors de penser, de demander à Paul Biya de ne pas présenter sa candidature pour la présidentielle 2018, est-ce qu'on pense à la présidentielle 2018 justement? Moi, je voudrais dire qu'au Manidem, la préoccupation, ce n'est pas l'élection de 2018. Nous sommes dans une autre dynamique politique qui consiste à réagir aux différents appels à la candidature de notre président en 2018. Le Manidem dit donc, à travers sa lettre adressée au président de la République, sous le couvert du gouverneur de la région du littoral, au président Biya de ne pas se représenter en 2018. Et nous sommes dans notre rôle. Nous sommes un parti d'avant-garde. Nous scrutons la scène politique et nous constatons que ça ne va pas. Car nous prenons sur tous les plans, le renouveau a échoué. C'est un échec cuisant. N'en déplaise à Mme Marlène et les autres. Nous savons que les autres qui lancent les appels à la candidature sont dans leur logique égocentrique et égoïste. Tant pis pour le peuple. Oui, à leurs intérêts personnels. Mais quand vous regardez le peuple, si je prends seulement les objectifs du millénaire pour le développement, aucun objectif n'a été atteint à la date butoir 2015. Aucun objectif n'a été atteint. Sur tous les plans, ça ne marche pas dans la société. La corruption grandit. Tous les domaines vitaux ne sont pas satisfaits. Les jeunes sont au chômage. Et vous croyez que avec ce bilan négatif, lourd, cuisant, échec cuisant, on va encore accepter que le président se représente en 2018. Nous disons au peuple camerounais, on l'a dit à travers notre lettre et l'appel aux Camerounais, de dire non à la candidature en 2018 du président Biya. Ils peuvent aller s'exprimer. Chaque Camerounais est libre, il peut aller s'exprimer, même dans une préfecture, dans les services du gouverneur, à travers les réseaux sociaux et tout. Vous allez demander un référendum? Non, chaque Camerounais est libre de s'exprimer en tant que citoyen. Très bien. Alors, Marceline Zogoya, quand même, tout à l'heure, on a parlé des élites de la Léké. On l'a appris ce week-end, c'était juste hier, que les élites de la Léké veulent même une élection anticipée pour cette année 2016. Est-ce que finalement, les militants du RDPC ne poussent pas le bouchon un peu trop loin? Sandrine, je vais vous dire qu'étant de la Léké n'a fait que renouveler sa volonté parce qu'il y a 3 ans, nous l'avons déjà demandé au chef de l'État. Et aujourd'hui, la Léké n'a fait que renouveler cette expression
de manifestation à candidature du président de la République. Et je voudrais dire à ma voisine d'en face, qui, oui, partisan du tout va mal, que c'est bien dommage pour vous. Parce que quand vous reprenez tous les considérants des actes des motions et des appels qui sont envoyés au président de la République, c'est un rappel des grands actes de l'homme du renouveau. Et ce qui est clair et ce qui est vrai. Je ne peux vous dire aujourd'hui, parlant de l'économie, quand vous parlez de tout va mal, être au niveau où nous nous situons aujourd'hui, malgré, en dépit du niveau d'économie du monde, de l'économie du monde qui ne se porte pas très bien, je crois que nous sommes de plus en plus mieux lotis. Et pour ce qui est du chômage, ce n'est pas l'apanage du Cameroun, à moins que vous ne viviez dans une autre sphère. Regardez ce qui se passe dans les grands pays, les grands États. Encore que, si vous avez suivi les journaux de ces derniers temps, notamment dans le cadre de l'animation de la fête de la jeunesse qui aura lieu dans quelques jours, on a rappelé tout ce qui est fait sur le plan de l'emploi jeune. Et vous ne pouvez pas nous démontrer le contraire. Quand moi je me lève le matin, je vois le nombre de jeunes qui sortent, qui sont en activité, c'est un indice palpable. Tout le monde ne peut pas travailler. Écoutez, tout le monde ne peut pas travailler. Regardez ce qui se passe dans les pays développés. Vous croyez que tout le monde est ministre ou grand fonctionnaire, je ne sais pas, grand directeur de société. Mais non, vous n'allez pas recréer le monde. Alors je dis pour nous, les actes qui sont relevés dans ces considérants font l'unanimité de l'opinion qui s'accorde à ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, est l'homme de l'action pour l'heure. C'est pour ça que je remercie Pauline et Marlène pour tout le bien qu'elles viennent de dire du président de la République. Sans être, vous venez de le faire. Vous venez de le faire. Vous venez de le faire. Sans le savoir. À moins que vous ne sachiez, à moins que vous ne sachiez vraiment plus ce que vous êtes en train de dire. Alors je dis pour le moment, ah voilà, tant mieux, c'est déjà du bien. C'est déjà beaucoup de bien. C'est déjà beaucoup de bien. Maintenant, à regarder ce qui est en train de faire, le cap est fixé, tel que le disait Marlène tout à l'heure. On sait où on va. Et l'économie du Cameroun aujourd'hui ne se porte pas si mal. Est-ce qu'il faut effectivement penser ces dernières semaines, notamment cette semaine, avec l'appel du Nord-Ouest, l'appel de la Léké, justement, on parle beaucoup d'élections présidentielles anticipées. Est-ce que le RDPC pense vraiment, surtout que la Constitution ne le permet pas? Comment est-ce que ça devrait se passer? Au regard que le peuple, à travers les mandats, a conféré au président de la République, son Excellence Paul Biya, il est le seul juge de l'opportunité du calendrier électoral. Il est le juge de l'opportunité du temps. Donc, il peut décider, au regard peut-être de la situation du pays, de soit d'anticiper les élections ou alors de respecter le calendrier qui a été fixé, de la périodicité de 7 ans qui a été fixée par la Constitution. Il est le seul juge parce que c'est lui qui apprécie. Et pourquoi en parlez-vous? Pourquoi parlez-vous d'élections anticipées? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Bon, quelles sont les raisons qui militent au sein du RDPC pour évoquer la présidentielle anticipée? À vrai dire, pas avoir attendu en 2017 ou en début 2018 pour appeler Paul Biya à se présenter candidat? À vrai dire, je ne sais pas ce qui a animé certains de nos camarades par endroit. En ce qui me concerne, bon, que cela soit anticipé ou non, nous sommes prêts. Ça, nous pouvons vous le dire. Nous sommes prêts. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes prêts, que cela soit anticipé ou alors que la périodicité soit respectée. Alors, qu'est-ce qui anime nos camarades de part et d'autre? Bon, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour tout. Nous n'avons peur de rien. Tout au contraire. À travers ces appels, il veut juste détourner le peuple. Le Manidem dit au peuple d'être vigilant, de ne pas se laisser détourner par tous ces appels à la candidature en 2018. Parlant du Manidem, madame. Parlant en matière de vie politique, où en êtes-vous? On ne sait même pas où se situe le Manidem. Nous sommes un parti d'avant-garde. Parlant du Manidem, où est-ce que vous vous situez, madame? Ne détournez pas le peuple. Nous disons au peuple d'être vigilant. Parlant du Manidem, je ne sais même pas où est-ce que vous... Aucun acte. Vous ne posez aucun acte politique qui permette aux Camerounais même de vous écouter. Et vous passez le temps à détourner le peuple. C'est vous qui voulez détourner le peuple. Mais je voudrais dire à ce peuple-là qui est clairvoyant, le peuple voit tout et l'histoire jugera. Vous avez déjà été sanctionné, madame.
L'opposition est sanctionnée depuis très longtemps. À la dernière élection présidentielle, pratiquement du 80%. Dans tout le de cas, manière libre le peuple et sait claire. que le peuple ne boit pas de l'eau à travers les narines. Vous voyez que vous n'arrivez pas à nous supporter. Vous voyez que vous n'arrivez pas à supporter quand on parle du président Paul Biya. Vous n'arrivez pas à supporter que le débat évolue. Hein? Le SCPC, vous vous situez même où? Le Malidem se situe même où par rapport à la vie politique de ce pays? Par rapport à la vie politique de ce pays, vous vous situez où? Très rapidement, laissez les grands partis, s'exprimer. Vous avez tué ce pays. Laissez les grands partis s'exprimer. S'il faut parler du Manidem, vraiment, je regrette. Vous gagnerez à vous taire. Vous n'avez même plus de scrupules. C'est la catastrophe. Ce que vous serez dans tous les cas, le peuple taire. Le peuple prend acte. Vous l'avez dit, on l'a entendu, Pauline, très rapidement. Oui, maintenant que Florence... Ce que vous gagnerez, c'est de vous taire, calmement. Et attendre. Vous voulez détourner le peuple. On attire l'attention. La virilité féminine. On attire l'attention du peuple. Le peuple ne voit pas de l'eau à travers les narines. Le peuple voit tout. Très bien. Alors, apparemment, c'est même ça. Très peu, l'émission ne va pas durer toute la journée, rassurez-vous. Si j'avais une chose à dire par rapport à cette demande d'anticipation de l'élection, elle est compréhensible dans la mesure où Paul Biya, étant l'un de ces chefs d'État qui attendent beaucoup de la France, beaucoup du gouvernement, je veux dire des décisions du président français. Donc on sait que bientôt il y aura une échéance au niveau de la France, puisque M. Sarkozy a commencé déjà à affûter ses armes pour revenir dans la course. Donc je pense qu'il est de l'intérêt, il serait de l'intérêt du président Paul Biya de pouvoir être élu avant, de manière à ce que lorsque le président français qui sera là viendra, qu'il soit favorable ou non à Paul Biya, qu'il le trouve en place, parce que ça pourrait être très dangereux si Biya attendait jusqu'en 2008 et que si le président qui était là, comme vous savez que Sarkozy n'aimait pas beaucoup le président Biya, il nous l'a manifesté. Madame. Non, laissez-moi parler. Je peux plus supporter. Non, vous allez me laisser parler. Vous pouvez pas dire de telles choses nous étions un des pays. Nous allons vous laisser sur ce plateau si vous continuez dans cette émission-là. Moi, je vais me lever. Que le président Sarkozy a méprisé le plus. Le Cameroun, il n'a jamais... Pauline, je vais vous rappeler que le Cameroun est un État libre dans le plein sens du terme. Le Cameroun est un État libre dans le plein sens du terme. J'ai la parole. Nous ne sommes pas liés. Vous êtes journaliste. C'est bien dommage, Pauline. Vous enlevez la parole. C'est bien dommage, Pauline. J'ai donné mon avis de journaliste. J'ai dit que Biya aurait intérêt à être là avant un nouveau président. Non, il n'a le Cameroun est un État libre dans son D'accord. Nous sommes d'accord que Sarkozy n'est jamais venu dans ce pays, mais Hollande est venu. Nous sommes d'accord que ça c'est pas le problème du Camerounais. C'est une analyse politique. Le problème Sarkozy. Madame, s'il vous plaît, honorons la présence féminine dans un débat. Et puis la relation entre États, ce n'est pas une relation d'individu à individu. Ça vraiment je regrette. Ce n'est pas un problème. Pauline, je regrette, dans ta qualité de journaliste, j'ai la parole, s'il vous plaît. J'ai la parole, s'il vous plaît. J'ai la parole d'État à un autre. Et ça, je regrette. Ce n'est pas une relation. À la tête d'un État, c'est un président. C'est une relation d'État. Pardon, mesdames. Faisons honneur. Mesdames, faisons honneur. C'est entendu, Pauline. Il faut qu'on permette au moins à Marlène de placer. Nous sommes invités sur un débat. Pardon, nous sommes invités sur un débat essentiel pour les Camerounais. Nous n'allons pas nous livrer aux querelles de marché. S'il vous plaît. Quand vous insultez la souveraineté de notre pays en disant que nous dépendons de l'avis ou du sentiment d'un président français, moi, je ne peux pas être sur le même plateau que vous, madame. Parce que notre pays, la souveraineté de notre pays a été arrachée. Les Camerounais ont perdu de leur vie pour que nous devenions un peuple souverain. Et nous ne devons pas permettre... La souveraineté n'est pas souverain. Non, mais pardon, madame. Pardon, madame. Les décisions viennent de l'étranger. Pardon, madame. On ne peut pas dire ça comme ça. Il faut qu'on parle quand même de façon ordonnée, mesdames, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit tout de même ordonné. Non, Marlène a la parole, Florence, vous la prendrez après. Allez-y, Marlène. Nous sommes en train de dire que nous, la jeunesse camerounaise,
Nous avons conscience que la souveraineté de notre pays a été arrachée avec le sang. Et nous la défendrons, madame. Et nous ne permettrons jamais qu'elle soit foulée dans la poussière. Nous en sommes jaloux, et nous en sommes profondément jaloux, Nous madame. en sommes jaloux, c'est ce que dit la Constitution. Nous sommes en train de dire Cameroun n'est pas souverain. La France Non, pas tout ça, très bien. Alors, je vous permets donc qu'il nous reste environ 5 minutes, Madame Zogo. Non, ça, on l'a compris. La citoyenne que Non, ce n'est pas faux, pour c'est qui que j'ai du respect. Pauline l'a dit et Marlène a simplement répliqué. Alors, Pauline, s'il vous plaît, on va... Le Cameroun, c'est un État néocolonial, ce n'est pas faux. Florence, s'il vous plaît. La souveraineté on Nous sommes un politique. État libre, souverain et indépendant. Voilà, Apportez-nous les preuves du contraire. Apportez-nous les preuves du contraire. Et le président Paul Biya a été souverainement élu par le peuple. Par quel Et de la manière la plus belle. Vous peuple? comprenez? C'est archi faux. Et de la manière la plus belle. Et Marceline, oui, nous sommes Pratiquement à la fin de 80%, madame. Nous sommes presque à la fin Alors, de encore que vous l'émission. êtes très mal loti pour parler de pouvoir dans ce Marceline pays. Zogo, s'il vous plaît. Vous êtes très mal loti. Très bien, nous sommes presque à la fin, on l'a dit, il nous reste environ 2-3 minutes. Vous êtes très mal loti. Et on va quand même s'exprimer sur une affaire, le sport, notamment avec la CAN 2016 qui approche. Alors, et la presse a remarqué cette semaine qu'on est pratiquement, on va dire comme ça, presque au niveau zéro de l'état d'avancement des chantiers. Alors, qui est responsable de ce bilan ou bien de ce constat qui est fait par la presse, Marlène? Il y a une très mauvaise communication qui est faite autour de cette canne. Vous savez, quand on fait un chantier, je vais déterminer les responsables tout à l'heure, Sandrine. Je disais qu'il y a une très mauvaise communication institutionnelle qui est faite. Ce n'est pas le moment d'aller dans les chantiers avec les caméras pour montrer comment on creuse la terre, parce que ça ne fait pas du bien au moral des troupes. Imaginez-vous ces filles qui sont en préparation de la compétition et qu'on leur dise, écoutez, c'est même pas sûr que vous allez jouer parce que les stades ne sont pas prêts. Elles ne seront pas prêtes. Je pense qu'il y a de la surmédiatisation. Dans tous les États du monde, je pense que tous les États qui ont accueilli la CAN ont un calendrier qu'ils respectent en fonction de leurs moyens, de la disponibilité financière, de la disponibilité humaine. Ça ne devrait pas être un sujet. Notre pays a pris un engagement d'organiser la CAN au mois de novembre et de décembre. Moi, je suis confiante. Je reviens de Limbé. Le stade de Limbé est prêt pour la compétition. J'ai la profonde conviction que le stade de Yaoundé sera prêt au soir du 19 novembre, du 3 novembre 2016. Moi, j'ai confiance. Mais maintenant, c'est la communication. Mais il y a quand même un retard, Marlène. Non, vous n'allez non, on fait un retard en comparaison. Mais lorsqu'on est quand même pour le stade de Yaoundé à moins de 15-20% de façon générale des travaux qui étaient quand même censés être à un niveau assez acceptable, qui c'est qui est responsable de qui? On le sait, le secrétaire des services du Premier ministère y est allé encore il y a juste quelques jours. Non, je pense qu'il y a un peu de la surenchère autour du retard. Je vous dis, quand on évalue un retard, c'est en comparaison des travaux qui se sont faits ailleurs. On ne peut pas estimer le retard sur la base de quoi? On dit que pour terminer le stade, les ingénieurs du stade omnisport de Yaoundé se sont exprimés. Et ils ont clairement dit que si tous les moyens sont mis à leur disposition, ils vont livrer le stade à temps. Et je pense que le président de la République, qui suit de manière très pointilleuse ce dossier, mettra tous les moyens qu'il faut. Maintenant, le gouvernement de la République, dans sa volonté de montrer qu'il est aux côtés des chantiers, fait son travail. Et je dis, ce n'est pas une bonne communication. Parce que ailleurs où on organise des CAN, on ne communique pas autour de l'événement de cette manière. Les Camerounais s'attendent à ce qu'il y ait une communication événementielle, qu'ils apprennent et qu'ils commencent à vivre l'attente de la CAN. C'est ça qui nous intéresse. Nous sommes profondément, moi en tant que présidente des supporters du football au Cameroun, ça nous rend la tâche difficile d'aller dire aux gens, écoutez, ce pays va accueillir un événement important. C'est la première fois que le Cameroun organise la CAN féminine de football. C'est très important. Mais cette communication de la surenchère, tout le monde veut montrer qu'il est au travail, ça ne nous sert pas pour nous les sportifs. Nous sommes conscients, moi j'étais au stade de Limbé, bien sûr, les sympathisants de tout va mal. Ça ne va pas mal. J'étais au stade de Limbé. J'ai vu deux beaux matchs. C'est pas faux. J'ai vu deux beaux matchs de football. Le stade de Limbé est prêt. Le stade de Yaoundé sera prêt
Et puis, ce ne sont pas les seuls stades au Cameroun. Si le stade de Yaoundé n'est pas prêt dans les temps, il y a le stade de Garoua qui pourra être redirigé par la suite et qui est un stade homologué par la CAF. Donc, je ne trouve pas... Alors, Florence, lorsque le gouvernement fait quand même des sorties, on l'a dit, le secrétaire des services du Premier ministre, il a donné, il y a juste 2 jours, 75 jours aux entrepreneurs de se grouiller très rapidement. Est-ce que cela ne démontre pas qu'il y a effectivement un problème? Mais effectivement, cela démontre le mal-être dans tous les domaines dans notre pays. Très bien. C'est-à-dire, on n'arrive pas à gérer les choses. C'est-à-dire, tout nous prend de coups. Maintenant, je pense qu'il faut que les uns et les autres, les responsables, prennent la chose en main pour qu'on ne soit pas hué, pour rehausser l'image de notre pays devant toute... l'Afrique. Tout à fait. Alors, l'Afrique, elle a dit l'Afrique tout à l'heure. Est-ce que le Cameroun sera prêt, Marceline Zogo, en novembre 2016? Le retard est quand même alarmant, on l'a dit, hein, oui. Pour ce qui est des travaux. Heureusement que nous avons un membre de l'instance fêtière du football de notre pays ici aujourd'hui, en la personne de Marlène, qui nous rassure. Et je peux vous dire que moi, j'ai fait un tour au stade de Limbé. C'est quelque chose de merveilleux. Alors moi, je peux dire ici aujourd'hui que c'est du 50-50. Il y a des avancées, mais reconnaissons que ça traîne aussi quelque part. Mais tel que le gouvernement a pris les choses en main, je pense que ça va aller. On leur a donné 75 jours, ça fait pratiquement 2 mois et demi. Attendons qu'au bout de ces entrepreneurs attendent également du gouvernement que les procédures soient respectées, que le financement soit là. Est-ce qu'au niveau du gouvernement aussi, il n'y a pas des choses à faire? Non, je pense que si le gouvernement a décidé de désormais prendre le taureau par les cornes, tel que nous l'avons constaté, et vous avez vu que c'est une réunion qui a duré moins de 20 minutes, ça veut dire qu'il y a péril en demeure. Et les presses ne sont pas gênées de leur rappeler que c'est une réunion qui a duré pratiquement 15 à 20 minutes. Et le secrétaire général du premier ministère est venu juste passer le message qu'il avait à passer et aux uns et aux autres d'en prendre conscience. Et je pense que rendu à ce niveau-là, nous connaissons très bien le président de la République et gagnerait à ne pas se retrouver dans une situation incommode qui interpellerait des mesures autres que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, alors, je fais confiance à ceux à qui on a confié la responsabilité de ces activités de construction de stades et autres pour que au soir de la date butoir, tout soit rentré dans les normes. J'y crois, en ce qui me concerne. Alors, pour sortir avec Pauline Poincet très rapidement, et donc la CAN 2016 est arrivée, et cela devrait permettre de remettre au goût du jour les problèmes récurrents d'infrastructures sportives. On va se dire heureusement que la CAN est arrivée, qu'il fallait penser à mettre à jour les infrastructures sportives. Oui, vous savez que normalement, la CAN, c'est un peu pour nous comme la Coupe du Monde pour d'autres pays. Ou bien la visite d'un chef d'État étranger dans un pays pauvre. Parce qu'on sait que lorsque un événement de cette envergure arrive, il y a des changements, des choses qui se font. Donc je pense, bon, déjà le stade de Limbé que je connais, et où on a des reporters permanents. On a des gens là-bas en permanence parce que je dois aussi vous avouer que les gens ont travaillé à Limbé jour et nuit. A dû sa finalisation à la visite éclair qu'a effectué dernièrement Bidon Patoui. Il était obligé d'aller bavarder, parler fort. Ah, heureusement, ça veut dire que le gouvernement travaille. Mais je suis une journaliste, donc je dis les faits. Je ne suis pas là pour avoir des... Madame, vous avez suivi? Je ne suis pas là pour avoir des humeurs personnelles. Je dis ce que je constate. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. Je passe le message à la voisine d'en face. Permettez-moi aussi, lorsque ce n'est pas bon, que je dis que ce n'est pas bon. Là, c'est bon. Donc, je dis donc que je... Donc, quand ça touche la souveraineté de l'État, c'est grave. Le président Biya ne peut pas accepter. Il doit beaucoup au sport. Voilà. Malheureusement, il n'a pas beaucoup fait par rapport au football. Voilà, donc maintenant, je pense que vers la fin, il va se rattraper. La CAN féminine est ici. Il va vouloir que ses filles soient les championnes. Parce qu'elles sont parties là-bas avec les conditions que nous connaissons. Elles étaient vice-championnes. Voilà, donc je suis sûre, enfin, je me plais à penser, à espérer que toutes les infrastructures, après tout, on est en février. Novembre est encore loin.
Hein? Novembre est encore loin. Mais c'est certain. Mais je pense que ça va aller. Très bien. Ça Alors, va aller. je pense qu'on va s'arrêter là pour cette édition de Droit de réponse. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce programme. Merci à vous, très chères mesdames, d'avoir accepté cette invitation. Merci Florence Aimé, Ticho du Manidem, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir été là. Nous remercions également Marlène Mvuto d'avoir effectué le déplacement. C'est moi qui vous remercie, Sandrine. Merci également à vous d'avoir été là. Nous remercions également Pauline Poincy-Maïga et bon retour du côté du quotidien Le Jour. Et nous remercions également à Marceline Zogo, cette militante très dévouée et fervente du RDPC. Merci à vous, Madame Zogo. Merci, Sandrine. Très bien. Merci également à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. C'était un plaisir pour nous de partager ce moment de réflexion et de débat avec nous. Merci de rester en compagnie de nos programmes. À dimanche prochain. S'il plaît, à dire au revoir.